Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Béatrice Vernière. Bonjour Marie-Béatrice. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice des ressources humaines de Banque Populaire Rive de Paris, banque de proximité par excellence, qui accompagne le territoire francilien et ses habitants, c'est-à-dire les particuliers, les professionnels, les artisans, les PME, les ETI. Banque Populaire Rive de Paris, c'est donc une forte identité territoriale et une banque mutualiste, c'est-à-dire qu'elle est détenue par ses clients. On va voir tout cela dans le détail. On va aussi parler beaucoup de parité. D'ailleurs, Banque Populaire Rive de Paris est assez bonne élève en la matière. Mais on va d'abord parler de vous, Marie-Béatrice Vernière. Vous êtes aujourd'hui DRH de Banque Populaire Rive de Paris. Quel a été votre parcours ? Et d'ailleurs, vous avez fait quasiment toute votre carrière au sein du groupe Banque Populaire. C'était un choix pour vous ? Alors, pas au départ. Au départ, je ne me destinais absolument pas à travailler dans les RH et encore moins dans la banque. Alors, il y a de temps en temps des gens qui tout petits disent qu'ils sont tombés dans la potion magique et qu'ils savaient déjà ce qu'ils voulaient faire. Ouais. En tout cas, moi, je n'aurais pas parié à cette époque-là sur la banque. Mais finalement, j'ai eu la chance de commencer en cabinet de conseil. Ce qui m'a fait découvrir, entre autres, parmi les clients, les banques. Et j'ai eu l'opportunité de travailler en contact avec les banques mutualistes. Et là, tout de suite, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, j'ai rejoint, dans ce cadre-là, le groupe des banques populaires. À l'époque, c'était la Banque fédérale des banques populaires. C'est un groupe dans lequel je me suis sentie bien. J'ai pu passer par l'audit et l'inspection générale, ce qui m'a permis de poursuivre mon parcours. Et pendant que j'étais là-bas, il y avait de manière générale, quand il y avait un problème, soit c'était la faute de l'informatique, soit c'était la faute de la RH. Oui, alors on parle de parité et dans une logique de saine division des risques, mon mari travaillant dans l'informatique, je me suis orientée vers les RH et comme ça on a plein de sujets exactement à aborder. Voilà. Donc une véritable envie d'aller découvrir ce domaine-là. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît spécifiquement dans le domaine de la banque ? Alors mutualiste peut-être davantage, oui, c'est ça, c'est-à-dire que on est des banques, vous l'avez dit, qui sont territoriales, qui sont à taille humaine. Donc la Banque Populaire Rive de Paris, c'est 2700 collaborateurs, avec des projets qui sont des banques qui sont en développement. Il n'y a rien de plus formidable pour un DRH que de travailler dans une entreprise en développement et en développement avec un fort enjeu autour du capital humain. Bien sûr. Vous avez fait toute votre carrière, on l'a dit, à la Banque Populaire. En tant que femme, alors la banque, c'est un secteur qui est quand même assez féminisé. Ça a été un parcours plutôt facile pour vous ? Alors, oui, relativement. Pourquoi ? Parce que dans le milieu coopératif, c'est vrai qu'il y a, et surtout dans une banque qui tire son ADN de l'entrepreneuriat, de manière générale, la culture est de donner sa chance aux collaborateurs et aux collaboratrices qui ont un projet. Exactement. C'est avant tout avoir envie qui compte. Et avoir un projet, vous aviez ce projet de porter quelque chose Le projet avant tout, et je crois que c'est quelque chose qui est très vrai dans notre établissement, c'est d'avoir le projet de contribuer, en fait, d'aider, d'être dans cette logique en fait, de coopération. On est une banque coopérative et c'est juste s'inscrire dans ce projet-là qui permet en fait d'avancer. Oui, d'avancer. Je vais vous citer, vous dites nous sommes une entreprise qui place l'humain au cœur de sa performance. Ça, c'est un élément essentiel justement de ces valeurs que défend Banque Populaire, que vous défendez. Oui, parce qu'en plaçant l'humain au cœur de notre performance, avant tout, c'est la pérennité de notre performance que nous avons. C'est en ayant des collaborateurs et des salariés qui sont bien quand ils viennent au travail, qui font que nous avons des collaborateurs qui sont performants. Et donc, c'est complètement naturel d'aller dans ce sens-là. Se sentir bien, c'est important aussi, donner du sens à ce qu'on fait. On va parler de la parité, si vous le voulez bien. Tout à fait. Quels sont les chiffres en matière de parité à la Banque Populaire ? Alors, on est une entreprise, parce que, et c'est dans tout le domaine d'ailleurs de la banque, nous avons un petit peu plus de 60% de femmes dans nos effectifs. Et un point dont nous sommes particulièrement fiers en termes de parité, c'est qu'aujourd'hui, au sein des cadres, nous avons 56% de femmes, avec une politique qui a toujours été extrêmement
volontariste, mais je veux bien partager les secrets de cette réussite avec voilà, vous. parce que c'est quand même assez rare d'avoir un chiffre aussi important hein, au niveau des cadres. Comment est-ce que justement vous faites en sorte, ou comment est-ce que ça a été possible d'avoir d'aussi bons résultats? Alors, déjà, l'ensemble des dirigeants au sein de notre établissement a toujours été convaincu d'une chose. Et a toujours impulsé, quand je dis toujours, c'est depuis, en tout cas moi je me souviens au moins depuis 15 ans, plus de 15 ans de ça déjà. Alors que c'était pas encore un sujet exactement, dont on parlait. Une femme pouvait être cadre et à temps partiel. Oui, voilà, parce que le temps partiel, c'est la clé aussi. Hein. Exactement. Pourquoi? Parce que pour une femme, c'est ce qui va lui permettre de résoudre le conflit de loyauté entre sa famille et son engagement professionnel. Et donc, quand on permet à des managers et à des cadres d'être à temps partiel, eh bien, ça permet aux femmes d'avoir cette possibilité d'évolution. Alors, il y a cette clé. Le temps partiel, c'est aussi un facteur d'inégalité aussi. Hein. On en parle beaucoup. Parce qu'elles sont contraintes, vous disiez, pour éviter le conflit de loyauté, ce qui est quand même assez fort au sein du couple. Il faudrait tendre vers du temps plein, selon vous, ou est-ce que les femmes s'en satisfont? En fait, le temps partiel doit être une possibilité, un choix, et surtout pas imposé. Oui, c'est-à-dire que, voilà, exactement, si une femme a besoin à un moment de passer à 80%, il faut que l'entreprise le lui permette. Et le jour où elle veut revenir à 100%, et ben ça aussi, on doit l'accompagner dans cette démarche-là. Est-ce que vous les accompagnez aussi, ces femmes, dans l'ascension, dans la formation, pour justement accéder à ces postes à responsabilité? Nous avons un principe de formation qui est très puissant dans le groupe. Hein. Je vais vous donner en quelques chiffres, on va dire, on est à plus de 6,7% de la masse salariale en termes de dépenses formation. Alors ça ne dit pas grand-chose, hein, ça a l'air d'être important. Ça veut dire qu'on est quand même au-delà des 6 millions d'euros. Ça veut dire que pour chaque collaborateur et chaque collaboratrice, il y a plus de 4 journées de formation par an qui sont proposées, avec des formations hors des formations réglementaires, donc qui vont aussi permettre de se développer, et avec tout un catalogue au sein duquel les collaborateurs peuvent choisir, et un système de formation avec l'acquisition de véritables diplômes, des masters, des licences qui sont proposées en partenariat avec des universités de notre territoire. Oui, parce que ce sont ces compétences qui permettent aussi d'évoluer au niveau salarial et d'avoir l'égalité salariale. Exactement. Il faut savoir que, puisqu'on parle de parité, souvent les femmes dans leur carrière ont besoin d'aller chercher un diplôme ou d'aller chercher une formation pour se sentir légitime, pour pouvoir évoluer. Donc c'est très important de les accompagner dans cette démarche-là. C'est vrai. Vous dites aussi que la réussite n'a pas d'âge, très important l'âge aussi. Hein. C'est aussi un facteur d'inégalité à l'emploi. Pas de visage, le secret c'est d'être bien accompagné et surtout encouragé. Les encouragements, on n'y pense pas assez peut-être dans l'entreprise. Il faut... alors, nous avons une volonté aussi d'accompagner, c'est une des clés, alors là, et de parité et de diversité, d'accompagner des femmes en situation de reconversion. Quand je dis des femmes, c'est et des hommes aussi. Hein. On travaille, que ce soit avec des associations ou avec France Travail, pour permettre des nouveaux parcours. Et là, dans ce cadre-là, en particulier, quand on est dans cette situation de sortir de sa zone de confort, d'aller découvrir un nouvel univers, passer, typiquement, nous avons travaillé avec, puisque c'est une de nos administratrices, l'association Force Femmes, qui propose aux femmes de plus de 45 ans qui ont envie de retourner dans l'emploi de les accompagner. Donc, on avait mis en place un parcours de formation et dans ce cadre-là, effectivement, la réassurance, un accompagnement spécifique est proposé pour permettre, et alors des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, mais ça aussi c'est une des clés. Proposer aux gens de venir, d'essayer, et quand ça fonctionne bien, bah là de toute façon on a de très très belles réussites. Absolument. Qu'est-ce qui reste encore comme frein selon vous à la parité dans les entreprises? Est-ce que c'est encore un frein ou est-ce que vous pensez que les nouvelles générations l'ont totalement intégré en fait dans leur mentalité? Pas complètement. Franchement, pas complètement. Je pense que c'est quelque chose, il ne faut jamais se dire que ça y est, c'est fait, que l'on a réussi et qu'on est arrivé là où on voulait. C'est un travail constant et qui doit aussi passer par un point qui est que cette parité, elle passe par une équité de traitement. Équité de traitement entre les hommes et les femmes. Les avantages
que l'on va imaginer pour les femmes, eh bien, il faut qu'il soit complètement transposable pour les hommes aussi, bien sûr. Exactement. Le congé paternité, heureusement, qui existe aujourd'hui. Quels sont les défis alors que vous vous posez en tant que directrice des ressources humaines sur ces questions-là, ou alors est-ce que vous pensez que ce que vous avez mis en place fonctionne et est suffisant? Alors, ce qui est fabuleux avec le matériau humain, c'est qu'on travaille avec la réalité de la société, avec la réalité des personnes, et ça change tout le temps. Oui, parce que vous devez les entendre, vous, ces femmes qui vous disent « moi, j'y arrive pas parce que… » voilà. Avec des problématiques qui sont différentes. Les problématiques que l'on devait accompagner il y a 10-15 ans ne sont plus les mêmes que celles que l'on doit accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui, pour des femmes qui font carrière, c'est comment gérer leur carrière à elles et celle de leur conjoint. Pourquoi? Parce que des fois, ça veut dire, est-ce qu'on fait un choix? Est-ce que l'on privilégie l'un? Exactement. Voilà. C'est le syndrome de, je dirais, le syndrome de Madame Thatcher, de Monsieur Thatcher auprès de Madame Thatcher. Est-ce que ce sont les femmes qui souvent mettent de côté leur carrière au profit des hommes? C'est toujours le cas de ce que vous entendez? Un petit peu moins. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Et avec aussi dans les évolutions de la société, pour permettre aux femmes de poursuivre leur évolution, le fait de tenir compte de la réalité des familles en cellules monoparentales. Oui, bien sûr. Encore un autre problème majeur dans le monde professionnel. Merci beaucoup, Marie-Béatrice Vernière. On va passer aux questions des assises de la parité, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Les assises de la parité patronnées évidemment par l'IWF, l'International Women's Forum, qui œuvre justement pour la parité homme-femme dans les entreprises et qu'elles acquièrent plus d'influence dans ces sphères managériales. C'est tout de suite après le jingle. Question des assises de la parité pour vous, Marie-Béatrice Vernière. C'est vous qui avez choisi les questions. D'abord celle-ci, quel conseil vous donneriez au regard de la réussite que vous incarnez en tant que DRH, quel conseil vous donneriez à d'autres dirigeants qui souhaitent s'engager davantage en faveur de la parité et de la diversité en général? Alors, vous l'avez compris, je vous ai déjà donné une des clés. Mon premier conseil, mais le temps ça partiel, serait effectivement d'avoir cette ouverture sur le temps partiel par rapport à la situation de management ou effectivement au statut cadre. Mais de manière plus générale, en fait, vraiment pour s'engager sur les deux, vous me posiez la question de comment est-ce qu'on peut se renouveler. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à se challenger en allant rechercher des labels. On parle beaucoup des labels, label Top Employeur, label Great Place to Work. Nous venons d'obtenir pour la première année le label Top Employeur. Et c'est vrai que se challenger, réfléchir sur nos pratiques, les benchmarker avec d'autres pratiques, de temps en temps, ça permet aussi de se remettre en question, de voir quels sont les points d'amélioration. Et ce sont des engagements qui sont dans la durée. Et ça aussi, c'est une des clés. C'est le sujet de la parité. Je vous disais tout à l'heure que ça fait plus de 15 ans qu'on y réfléchit. Il faut continuer à y réfléchir. Et donc, il faut prendre des engagements qui ne soient pas des éléments cosmétiques, mais qui soient vraiment dans le temps. Les résultats n'arrivent pas tout de suite, mais il faut se donner le temps. Pérenne. Et en matière de diversité, plus globalement, le fait de recruter des personnes issues du handicap ou des milieux ruraux, des milieux en difficulté, ça aussi, ça fait partie de… Oui, et c'est un enjeu fort. Oui. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, on est une banque coopérative et donc on doit aussi être à l'image de nos sociétaires et de nos clients. Voilà. Donc déjà, le premier point, c'est de recruter sur son territoire. Voilà. Nous avons un territoire qui est l'Île-de-France, qui est extrêmement varié, extrêmement divers, et donc il ne faut pas hésiter à aller faire des actions en local, auprès de chaque département, de travailler avec les relais associatifs comme de France Travail qui sont sur place pour permettre à des gens issus des endroits où ils vont travailler de pouvoir émerger et arriver dans nos établissements et dans les établissements bancaires. Ça veut dire d'avoir derrière des parcours de formation, d'être prêt, comme je vous le disais, à donner sa chance. Ce qu'il faut avant tout, c'est l'envie. Voilà, quelqu'un qui a envie, petit à petit, une entreprise a les moyens de l'accompagner pour lui permettre d'être en réussite. Autre question, elle concerne la RSE cette fois. Quelles sont les actions déjà initiées au sein de votre organisation en matière de RSE dont vous êtes la plus fière?
Bon, alors, il y en a plein. Je pourrais vous parler de tout ce qui va être falloir en choisir, réduction de l'empreinte carbone. On a un nouveau siège qui réfléchit à plein de choses. Alors, quelque chose dont je suis particulièrement fière. 2 points en tout cas, pour 2 exemples, 2 illustrations. Ça serait tout d'abord notre fondation d'entreprise. On a une fondation d'entreprise qui est en accord avec les valeurs. Nos valeurs, c'est proche et engagé. Cette fondation a quand même un budget de près de 700 000 euros. 700 000 euros que l'on distribue auprès d'associations qui sont identifiées par les collaborateurs de la banque. Donc en plus, il y a une appropriation là-dessus, un engagement auprès de ces associations, et avec chaque année un événement. C'était il y a 2 semaines, donc c'est pour ça que je vous en parle d'autant plus facilement, où on a la remise de prix pour les associations, avec en particulier un prix coup de cœur, qui est le prix coup de cœur des collaborateurs et des sociétaires, qui récompense une association. Et cette année, nous avons récompensé une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Je voulais aborder le sujet aussi, parce que c'est important. L'employeur n'est pas évidemment responsable de ce qui se passe dans la sphère familiale. Mais est-ce que ça se détecte aussi, une personne en difficulté au cours de sa carrière, une femme qui va avoir des difficultés? Est-ce qu'on peut avoir des raisons de croire que, et comment est-ce qu'on gère en tant qu'entreprise ces questions-là? Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement délicat. Ce qui me permet en plus, du coup, de vous parler de mon deuxième exemple dont je suis particulièrement fière, puisque nous avons travaillé avec une structure qui s'appelle Prevencare, qui permet en fait d'accompagner les proches aidants. Une grande majorité des proches aidants. Pour les personnes âgées. Tout proche aidant, parce que enfants handicapés, en difficulté, frères, sœurs, être en situation d'être proche aidant, c'est quelque chose qui arrive souvent et de la responsabilité des femmes. Et donc, nous avons mis en place, c'est un système de jetons, ce qui fait que quelque part, ça ne passe pas par nous et c'est complètement anonyme. Et les collaborateurs et les collaboratrices ont accès à cette structure qui va les accompagner dans les démarches et leur permettre d'avoir en fait une charge mentale qu'ils vont pouvoir un petit peu soulager. Et ça, c'est le rôle de l'employeur. On ne peut pas s'immiscer, mais si on peut aider et accompagner, un petit coup de pouce, ben voilà, c'est notre rôle. Et ces jetons, on les utilise comme pour des séances, c'est ça? Exactement. Pour avoir, par exemple, ça peut être extrêmement varié, pour aider à trouver une assistante de vie, pour aider à trouver le bon interlocuteur pour bénéficier de financement. Voilà, c'est vraiment un accompagnement extrêmement large. Pour les délester un petit peu de cette charge mentale. Tout à fait. Question d'hémicycle, à présent, vous êtes prête? C'est vous qui allez poser les questions cette fois. Allez. Si vous en avez, en tout cas, à nos gouvernants. Question de l'hémicycle, c'est juste après le jingle. J'en perds ma voix. Question de l'hémicycle pour vous, Marie-Béatrice Vernière. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes politiques, ceux qui nous gouvernent, comme si vous étiez dans l'hémicycle, devant le pupitre? C'est à vous, vous avez 2 minutes face caméra. Alors tout d'abord, mais faites-nous confiance. J'ai juste envie de vous dire ça. Faites-nous confiance. Moi, je travaille sur la matière du droit social. Faites confiance aux entreprises. Faites confiance à la relation avec les partenaires sociaux. Et surtout, mais simplifiez-nous ce millefeuille absolument complexe. Pourquoi? Parce que nous avons, entreprises de taille importante, la capacité de nous adapter à tout ce millefeuille. Mais pour des entreprises, et je pense à nos clients assez régulièrement avec qui on discute, eh bien pour les petites entreprises, il faut vraiment simplifier pour libérer là-dessus les énergies et que voilà, tous les entrepreneurs, globalement, ce qu'ils veulent, c'est avoir des collaborateurs et des salariés qui soient heureux, bien, fiers de travailler dans leurs entreprises. Et pour ça, c'est simplement faites confiance dans le dialogue social qu'on peut créer. Merci, le message est passé. En tout cas, merci beaucoup Marie-Béatrice Vernière. Avec plaisir. D'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu à notre invitation dans On se dit tout sur l'Hémicycle TV. Et merci à vous pour votre fidélité à notre émission. On se retrouve très très bientôt. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.